Chapitre 33. Tenez, inquisitrice Myrdate, Grog Gustave vous faire du bien. Le créateur du dit Grog se tenait présentement à côté du grand bureau, son ombre formidable penchée sur la svelte silhouette assise, enveloppée du plaid en tartan vert qui avait couvert, il y a peu, les épaules de Marius. Les mains à étrangler un ours poussaient devant elle un mug en terre et prenaient une des siennes pour la poser dessus, avec une délicatesse surprenante pour un membre de ce gabarit. Le contact chaud sous ses doigts ramena un peu Myrdate à la réalité. Elle avait l'impression d'être anesthésiée, d'avancer dans une sorte de brouillard cotonneux, en marge du réel, comme s'il en séparait une barrière invisible, une de ces vitres dépolies qui déforment et dérobent à la vision. La dernière chose qu'elle avait vécue de manière nette et précise, trop précise, était la mort d'Héléna. Encore et encore, comme enfermée dans une boucle hideuse, elle revivait le calvaire de son amie, sa chair qui se mettait à fumer, se dessécher, se calciner, alors que la créature, cette chose tout en angle, en lame, en pointe, cette machine à tourmenter, annihilait sa vie. Et quelque part au fond de sa tête, il lui semblait percevoir, comme une rémanence, les pensées du bourreau surnaturel, ou, si ce n'étaient vraiment des pensées ordonnées, des embryons de pensées, pénitence, faute, et cette symphonie de douleur et de punition, les pensées d'Héléna, et c'était peut-être le pire, Héléna qui, sous l'influence de la chose, se repentait de l'amour sacrilège qu'elle avait pour elle, et acceptait, appelait son châtiment. Comment pouvait-on être coupable d'aimer, songeait étrangement Myrdate, elle qui avait été aveugle à cet amour, toutes ces années, n'avait pas su le deviner dans les petits gestes, les sourires, les attentions de son ami. Comment avait-elle pu ne pas comprendre à Vienne quand Héléna s'était volontairement mise en danger pour lui permettre de tuer ce démon? Fallait-il qu'elle soit aveugle? Après tout, ne disait-on pas qu'il n'y avait pire aveugle que celui qui ne veut pas voir? Comme elle n'avait pas compris la jalousie qu'Héléna éprouvait pour Marius, car son amie avait deviné, bien avant elle, l'attirance qu'elle ressentait pour lui. Et ce baiser, ce fugace baiser qu'elle lui avait arraché, et qui l'avait tant troublé. L'aveuglement, une fois encore. Et Héléna, honteuse de ses sentiments, n'avait jamais osé s'en ouvrir à elle. Aurait-elle été capable d'y répondre? Myrdate l'ignorait. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle aimait Héléna comme une sœur, et peut-être même un peu plus. Une sœur qui l'avait accompagnée et soutenue toutes ces années. Une sœur un peu possessive, un peu caractérielle parfois, mais elle l'aimait ainsi. Et maintenant il était trop tard. Trop tard pour Héléna, trop tard pour se confier, pour savoir si cet amour aurait pu s'épanouir. Tout cela, ce qui aurait pu être, ce qu'elles auraient pu être, avait disparu avec elle, consumé, dévoré par cette abomination dont elle ignorait même la nature. Tant de possibilités, de promesses, d'amitié, d'amour, brûlées, annihilées. Myrdate sentit une bouffée de colère comme une braise encore vivace dans un foyer éteint, flamboyer à nouveau au fond de son être, anéanti par la perte. Mécaniquement, elle leva le bol chaud devant son visage. Le fumet de thym et d'autres plantes, de miel aussi, monta à ses narines, ainsi que celle de quelques épices, et par-dessus tout, celui du rhum, enfin, quelque chose qui devait s'apparenter au rhum. Elle porta la tasse à ses lèvres au moment où une seconde silhouette débouchait des rayonnages de la grande pièce souterraine. « Eh non, ne... » Il était déjà trop tard. Le liquide chaud passa dans sa gorge. Elle crut qu'on lui coulait du plomb fondu dans le corps. Elle chercha l'air, un air en feu, expectora 2 fois, 3 fois, avec l'impression qu'elle allait cracher ses poumons, les yeux exorbités, avant de demeurer raide, la tasse à la main. De très loin, il lui sembla entendre la voix de Marius qui apostrophait le formidable bibliothécaire. « Gustave, enfin, ça va pas! Lui faire boire ta mixture à réveiller les morts. Je me suis donné un mal fou à la ramener. C'est pas pour que tu me la foudroies maintenant avec ton vitriol. » Mais Myrdate, soudain tiré de son cauchemar, comme si l'élixir contondant de Gustave l'avait dissipé, se redressa, leva à nouveau le mug, en avala une bonne rasade qui lui incendia une fois encore la bouche, la gorge et la poitrine. Elle eut un hoquet qui la souleva tout entière, les yeux braqués droit devant elle. Enfin, elle claqua la tasse sur le bureau dans un bruit sonore, se tourna vers Marius et Gustave, qui la surveillaient d'un regard méfiant, et clama haut et fort. « Ah nom de Dieu, ça dégage !»
Marius se pencha la tête. Il hasarda, prudent, comme si elle était une bombe qui allait exploser d'une minute à l'autre. « Vous êtes sûr que ça va, votre sainteté ?» Myrdat poussa un soupir exaspéré. « Je vous ai déjà dit que c'était Myrdat, et pas votre sainteté. »« Oui, mais j'aime bien, » répondit-il aussitôt en s'approchant comme rassuré de la retrouver. Il fallait dire que depuis leur départ de la place d'Enfer Rochereau, quand il l'avait entraînée vers la station d'Électropolitain, elle avait réagi comme une sorte de zombie, débranchée, déconnectée. Une poupée mécanique qui revivait en boucle la mort d'Héléna, qui se confondait maintenant avec celle de Gwenaël. Il l'avait tirée sur le quai alors que, près du lion de Belfort, se posait le gyrocoptère de l'Inquisition, qui avait vomi aussitôt un contingent de Templiers qui s'était déployé, suivi par la haute et noire silhouette de Yorg, enveloppé dans sa chasuble sombre gancée d'argent et frappé de la croix aux lames de métal du chapitre. Alors même qu'il observait, il avait vu le grand inquisiteur lever la tête dans leur direction. Les avait-il débusqués, ou en bon stratège sécurisait-il le périmètre et les voies d'échappatoire potentielles? Marius l'ignorait, mais toujours est-il qu'une escouade de soldats saints s'était mise à courir vers la station. Il était temps de décamper. Les minutes qui les séparaient de l'arrivée du train furent parmi les plus longues de son existence. Quand enfin il était entré en gare, accroché à son monorail par ses sabots de métal, et que les portes s'étaient ouvertes, Marius l'avait poussé à l'intérieur. La rame était demeurée immobile. Myrdat, comme dans un rêve, assise à un des fauteuils, avait vu les ombres belliqueuses des Templiers qui gravissaient les escaliers au pas de course. Ils s'approchaient et n'auraient pu manquer de les voir si le wagon, sur un coup de corne, ne s'était refermé et mis en mouvement. Elle ne se souvenait plus très bien du trajet, mais ils avaient changé une ou deux fois de train pour se retrouver enfin devant le quai des Orfèvres. Marius lui avait dit d'enfiler sa gabardine et d'en relever le col pour dissimuler ses traits. Pour bien faire, il avait ôté sa résille et défait ses cheveux qui lui tombaient sur le visage. En baissant la tête, ça devrait passer. Il ne voulait pas qu'on la reconnaisse à l'accueil. On ne sait pas ce que l'Église et les oligarques ont pu manigancer, ces bonnets blancs et blancs bonnets. Ils s'écharpent dès qu'ils peuvent, mais si on touche à leurs intérêts communs, c'est un peu comme les familles. De vrais nids de guêpes, mais ils ne tolèrent pas qu'on vienne y mettre le nez dedans. Avec la gabardine trop longue qui traînait par terre, dont le col lui remontait jusqu'aux oreilles, on ne risquait pas de la reconnaître. Il l'avait présenté au planton en tant que témoin qu'il devait protéger, le gardien qui n'était pas la truite la plus oxygénée du ruisseau, comme aurait dit son supérieur, n'avait pas demandé de précision. Ils étaient donc descendus ici, dans l'antre de Gustave, qui les avait accueillis avec la gentillesse qu'il réservait à Marius, et s'était montré aux petits soins pour Myrdat. « Voyez, commissaire, disait justement le phénoménal bibliothécaire. Elle va mieux. Remède Gustave efficace. » Marius acquiesça. « Ah, ça c'est sûr, avec ton truc à fabriquer des zombies, ça passe ou ça casse. » Il pivota vers elle pour demander. « Ça va pour vous ?» Il essayait de prendre un ton désinvolte, mais Myrdat devinait, chez lui, une véritable inquiétude. Elle en fut touchée. « Ça va mieux, oui. » Elle se tourna vers le colossal bibliothécaire et ajouta. « Grâce à vous, Gustave, merci. » « Oh, de rien, inquisitrice Myrdat. » avait balbutié le géant en rougissant comme un écolier. Marius, satisfait, reprit aussitôt. « Bon, tant mieux parce qu'on a du pain sur la planche. Vous êtes prête ?» Myrdat hocha la tête, même si elle n'était pas encore sûre de savoir à quoi. Marius savait embrayer. « Très bien. Prochaine étape, amenez les preuves et les dossiers de votre père devant un des membres influents de l'oligarchie pour déclencher une procédure contre Yorg et vos petits copains de l'Inquisition. Il y a quelque chose de pourri là-dedans, et il faut le faire éclater. » Il ajouta après un instant. « De toute manière, si on ne le confond pas, vous êtes foutus. »« Vous êtes rassurant, » releva-t-elle avec un brin de cynisme. « Non, réaliste. Votre père avait soulevé un lièvre, mais on l'a liquidé avant qu'il ne puisse agir. C'est donc à nous de faire ce qui aurait dû être fait depuis des années. » Myrdat, en l'écoutant, alors qu'il la fixait, son visage tout en force avec ce je ne sais quoi de félin, sentit une étrange impression d'irréalité l'envahir. Comment en était-elle arrivée là? Elle, le fleuron de la nouvelle église, la pupille de Yorg. Les événements qui s'étaient succédés depuis l'Orient Express jusqu'à la mort d'Héléna lui apparaissaient comme un cheminement incroyable qui l'avait amené là, à cet instant, à cette table. Elle s'enfonçait à nouveau dans ses pensées et sentait la brûlure de la mort d'Héléna revenir quand Marius demanda « Myrdat ?» Il l'avait appelée par son prénom. Elle releva la tête. Qu'est-ce que c'était que cette horreur? La question la prit de court.
Je l'ignore. Elle ferma les yeux, revivant leur confrontation avec la créature dans le monastère tout d'abord, puis dans la rue. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas un démon et que mon canon peut le détruire, même s'il n'a pas été conçu pour ça. Comment ça? J'ai dû inverser le flux, basculer de l'autre côté du spectre, ce qui veut dire que ces créatures, même si elles ne sont pas des démons, sont de même nature, puisqu'on peut les annihiler de la même manière. Mais alors que sont-elles? Des anges, peut-être. Tous deux se tournèrent vers Gustave, qui venait de prononcer ces mots, et, très content de lui, les fixait de ses énormes yeux au-dessus de son nez invraisemblable, et qui continuait d'ailleurs. Bah, ils sont de même nature, les démons après tout. C'est des anges déchus. Si ça c'est des anges, j'ai pas franchement envie d'aller au paradis, grogna Marius. Myrdate, chassant l'idée saugrenue du géant de sa tête, éluda. Quoi que ce soit, celui qui a les réponses, c'est ce fameux Éowyn, compléta Marius. Il faut que nous allions le trouver et que nous lui soutirions les infos. Mais comment? S'exclama Myrdate. Si on en croit cette pauvre Célestine, ses laboratoires sont installés dans les mines de Montmartre, sous le chapitre. On ne peut y accéder qu'avec les accréditations, que je n'ai pas. Son regard revint se poser sur Marius. De toute manière, je serai arrêté à l'instant même où on me verra. Quant à vous, je suis d'accord avec vous, acquiesça le commissaire en s'approchant d'elle, un sourire matois aux lèvres. Mais il y a peut-être un autre chemin. Un autre chemin? Demanda Myrdate, intriguée. Lequel? Par les catacombes, les souterrains de cette ville, du temps où elle s'appelait encore Paris, avant les cristallopoles. Quand on a construit Néo-Lutetia à partir de Paris, on a créé de nouveaux tunnels. Mais on n'a pas pour autant enlevé les anciens. Il désigna le sol sous leurs pieds. Il y a là-dessous tout un réseau de galeries plus ou moins grandes, et je sais que certaines conduisent aux carrières de Montmartre. Vous savez? Commenta Myrdate. Mais comment? Vous passez votre temps là-dessous, ma parole. Vous êtes un vrai rat. Marius haussa un sourcil. Plutôt un chat. Et c'était vrai qu'à cet instant, avec ses yeux qu'il posait sur elle, luisant d'un humour sauvage et son sourire carnassier, il avait tout du chat. Et les chats, ça va à la chasse aux rats. Il écarta les bras. Vous êtes suffisamment reposé? On peut y aller? Y aller? S'étonna Myrdate. Mais comment? Il y a un accès au souterrain juste au fond de cette salle. Marius avait désigné une rangée de rayonnage. On ouvre, on descend, on y est. Un jeu d'enfant, apprécia Myrdate qui se levait déjà, mais s'arrêtant en plein mouvement. C'est trop facile, il y a un truc. Pourquoi vous dites ça? Demanda Marius, toute l'innocence du monde dans les yeux. Parce qu'avec vous, il y a toujours un truc. Elle le fixait avec intensité. C'est quoi cette fois? Marius eut un sourire contrit. Vous vous rappelez des monstres dans les égouts? Il ajouta en écartant les bras. Ils ont aussi envahi les tunnels. Myrdate hocha la tête, saisit le mug, le vida d'un trait devant les regards sidérés des deux autres, qui attendaient sa réaction, ou peut-être que de la fumée lui sorte par les oreilles. Elle prit une grande inspiration, claqua la tasse sur la table, se débarrassa du plaid d'un mouvement d'épaule, et déclara d'une voix qui ne souffrait aucune contestation. « On peut y aller. » D'un pas déterminé, elle s'engagea dans l'allée que lui avait désignée Marius. Il fallut qu'elle lance un « Vous venez ou quoi ?» pour que Marius saisisse sa gabardine, l'enfile à la diable et s'enfonce à sa suite dans les rayonnages, non sans qu'un Gustave hilar lui fasse remarquer. « Cette fois, commissaire, vous avez trouvé votre maître. Ou plutôt votre maîtresse. » Il souriait d'une oreille à l'autre.